Alors, revenons par exemple à la franc-maçonnerie, mais on pourrait aussi le gloser pour le martinisme, pour le rosicrucianisme ou pour d'autres sociétés. Ben oui, le mythème judéo-chrétien, c'est le mythème maçonnique, ou plutôt le mythème maçonnique, c'est le mythème judéo-chrétien. Puisque vous avez dans tous les systèmes maçonniques, à un moment donné ou à un autre, l'évocation de la création du monde, avec Elohim qui est exprimé différemment sous le nom de grand architecte de l'univers, grand géomètre de l'univers, Dieu l'être éternel le Très-Haut, suprême architecte des mondes, sublime architecte de tous les mondes, grand surintendant ou grand contremaître de l'univers, etc. Mais c'est le Elohim fondateur, et on postule qu'effectivement ce grand architecte a créé les choses, a créé les créatures. On dit dans tous les rites maçonniques à un moment donné que Adam a chuté parce qu'il y a eu faute ou incompréhension. Après, ça, on va dire les interprétations, on ne va pas y rentrer maintenant. Il y est régulièrement question du sacrifice d'Abraham. Il y est régulièrement question de l'alliance de Noé et du déluge. Comme il est évidemment de façon tout à fait centrale question de l'édification du temple de Salomon, qui fait partie pleine et entière dans l'Ancien Testament, du livre des Chroniques et du livre des Rois, tout à fait essentiellement. Bien sûr la nouvelle ou troisième alliance, enfin on peut appeler ça de diverses façons, c'est-à-dire l'avènement christique, appartient également à pratiquement tous les systèmes de rites. Prenez dès le 4e grade du rite écossais rectifié, de façon, on va dire, sournoise et détournée et édulcorée dans les différentes versions du 18e degré du rite écossais ancien accepté. Et puis après, vous avez bien sûr tous les ordres anglo-saxons avec des Rosicross, des Croix-Rouges de Constantin, des Knight Templars, etc. Tout ça, voilà, la nouvelle alliance, elle est également intégrée. Bon. Si on fait de la franc-maçonnerie en récusant le mythème, qui est donc un mythe composite, qui est donc une holarchie. Voilà, j'ai retrouvé le nom, c'est Arthur Kessler, qui est donc une holarchie à la Kessler avec une interaction d'un ensemble de sous-ensembles, donc un ensemble de mythes ou de sous-mythes qui constitue un rithème. Si on récuse le mythème, surtout ses parties essentielles, c'est-à-dire non, le temple de Salomon, il n'a pas été construit, ou alors il n'a pas été construit par Salomon, ou alors le temple de Jérusalem, on s'en fout, on s'en occupe pas. On ne peut pas faire de franc-maçonnerie. Et si vous voulez, de façon générale, on va pouvoir isoler dans toute société spirituelle un mythème fondateur, et généralement ce mythème fondateur comprend une cosmogonie ou une théogonie. Alors cosmogonie, c'est littéralement la construction de l'univers, une création de l'univers, et une théogonie, c'est-à-dire une intervention divine ou une interaction divine, ou plutôt même une plénitude divine dans l'ordre de la création de l'univers, et également dans l'immense majorité des cas, une destination. Une destination. C'est-à-dire le peuple Israël, dans l'Ancien Testament, a une destination, cette destination qui, en attendant éventuellement l'avènement d'un nouveau Messie, prévoit que le peuple d'Israël accomplisse un certain nombre, le peuple Israël accomplisse un certain nombre de choses et perpétue une certaine tradition. La destination des chrétiens, bien sûr, est une sotériologie, est une rédemption, est un salut afin de gagner une résurrection. Il existe de la même façon un mythème musulman. Ce mythème musulman, c'est, à peu de choses près, bien sûr, de façon intégrative, le mythème judéo-chrétien, puisque le Coran reconnaît la création du monde, reconnaît la succession d'Abraham, reconnaît le prophétat ou la prophétie du Christ, mais l'intègre dans un mythème qui est propre, faisant du mythème chrétien et du mythème israélite des sous-ensembles, des holons qui s'intègrent dans la hiérarchie kesslerienne de l'islam. Évidemment, n'allez pas, comme vous n'irez pas dire à un chrétien « oui, le christianisme c'est bien, mais on ne croit pas en le Christ », ça ne tient absolument pas debout, en tout cas on ne croit pas en sa mission. De la même façon, le mythème fondateur de l'islam, supposant
que le prophète Mahomet a été élevé par les anges pour recevoir le Saint-Coran, si vous dites « Ah, moi j'aime bien l'islam, je pratique l'islam, mais je ne crois pas à la mission ou au message que Gabriel a envoyé à Mohammed », vous ne pouvez pas être musulman. C'est donc comme ça qu'il faut comprendre cette fraction, ce fonctionnement particulier au sein de toute société spirituelle. Oui, il y a un mythème, si on touche à ce mythème, tout s'effondre. C'est du reste pour ça qu'une grande partie de la franc-maçonnerie française, française et belge en particulier, s'est mise en difficulté vis-à-vis d'une bien plus grande partie de la franc-maçonnerie mondiale, en évacuant de fait, même si ce n'est pas écrit comme ça, en évacuant de fait le grand architecte de l'univers qui est créateur, éventuellement conservateur et rédempteur, ça c'est encore une autre histoire, mais qui en tout cas est créateur du monde, créateur de l'univers, créateur de nous, créatures, à travers la génération d'Adam, d'Abel, de Seth, etc. En évacuant ceci, c'est comme si on coupait un pied d'un tabouret à 3 pieds. Ça ne tient plus debout. Ça n'est pas possible. Parce qu'une société spirituelle doit raconter un mythe, c'est-à-dire doit perpétrer une légende pour que le reste fonctionne. Alors après, qu'on ne s'étonne pas non plus qu'il y ait une surchauffe et une dérive d'un certain nombre d'éléments de ce type de maçonnerie qui se sécularisent complètement, c'est-à-dire qui rentrent dans le siècle, c'est-à-dire dans le temporel, parce que précisément en sortant du mythe, ils sont sortis de l'intemporel, c'est-à-dire de la régénération permanente du mythe par la légende. Alors, je me suis permis de poursuivre la réflexion structurale de Bruno, tout simplement en constatant ou en postulant qu'en réalité, il n'y a pas que les sociétés spirituelles qui fonctionnent selon pas cette tripartition, mais selon ces 3 moteurs ou ces 3 principes qui sont mitem, ritem, doxem. En réalité, toute société humaine, quelle qu'elle soit, fonctionne de cette façon-là. En tout cas, le modèle peut s'appliquer, peut se plaquer de la même façon absolument partout. Alors, j'avais fait une conférence à Dijon qui avait eu, j'en suis content, pas mal de monde et un certain retentissement, que j'ai retranscrite à l'époque dans Religion secte, la franc-maçonnerie comme alternative, avec un point d'interrogation. Et d'ailleurs, mes réponses aujourd'hui ne seraient pas forcément les réponses d'il y a 5 ans, enfin de l'époque. C'est là où j'ai expliqué, en tout cas tenté d'expliquer, que ça fonctionnait pour tout groupe humain autodéfini. Et de façon un peu provocatrice, évidemment, j'ai dit que ça fonctionne aussi bien pour un club de judo, pour un club de tricot, pour une institution nationale, étatique, pour un jeu. Voilà, ça fonctionne à peu près pour n'importe quoi. Alors par exemple, si vous jouez à un jeu, en particulier, tiens, prenons l'exemple d'un jeu de rôle, si vous jouez à un jeu de rôle, vous reconnaissez le mythe qui est propre à ce jeu de rôle. Alors évidemment, les jeux de type Donjons et Dragons, si vous n'adoptez pas au départ comme postulat toute la mythologie de Tolkien, telle que décrite principalement dans le Silmarillion ou dans le Seigneur des Anneaux, vous pouvez pas jouer au jeu. Vous ne pouvez pas jouer au jeu en tenant le rôle d'un magicien si vous ne dites pas dès le départ, oui, je reconnais que le magicien existe. Vous ne pouvez pas jouer le rôle d'un prince déchu ou d'un troll si vous ne dites pas au départ, bien sûr, les princes déchus ou les trolls existent, ne serait-ce qu'en tout cas dans un espace-temps défini, qui fait partie de la base de la règle du jeu, mais qui en réalité constitue un véritable mythème. Alors après, évidemment, si on va dans les choses un peu plus provocatrices, on dira, oui, bien sûr, le club de judo, il y a un mythème fondateur, évidemment. Ce mythème fondateur, c'est chacun peut se défendre en utilisant l'énergie ou l'équilibre de son propre corps et du corps de l'adversaire. Voilà, ça c'est un mythème, même s'il est très simple, c'est un mythème. Et pourquoi c'est un mythème? Parce que vous ne pouvez pas le retirer. Vous ne pouvez pas le remettre en question. Vous n'allez pas faire du judo en disant « Oui, je vais faire du judo, mais je ne vais pas utiliser mon corps. » Là, vous allez être un petit peu dans l'embarras. Donc ça, c'est le mythème. Bon, alors c'est quoi, évidemment, le mythème du club de tricot? Le postulat est simple, c'est il y a de la laine et des aiguilles, on va faire un pull avec. Si vous dites « Ah oui, mais je vais faire du tricot, mais je remets en cause l'existence de la laine », vous ne pouvez pas.
Voilà. Alors, cette façon provocatrice de présenter les choses m'a permis tout de même de bien faire passer l'idée que de la même façon que vous ne pouvez pas adhérer à un club de tricot sans postuler qu'il y a de la laine et des aiguilles, vous ne pouvez pas vous dire chrétien sans reconnaître la mission du Christ, vous ne pouvez pas, etc. Bon, vous dire musulman si vous ne reconnaissez pas la cosmogonie judéo-christiano-musulmane et la mission de Mahomet et les principes fondateurs du mythe musulman, de la même façon, vous ne pouvez pas faire de la franc-maçonnerie si vous récusez le mythème judéo-chrétien, ou le mythème israélite et le mythème chrétien, qui constitue la trame invariante de tous les rituels maçonniques. Ça constitue à tel point, d'ailleurs, que je me demande franchement comment on fait pour se déclarer athée, laïcard et rentrer en lutte contre les bases mêmes du système quand on est dans un local que l'on déclare temple, que l'on déclare les mêmes lettres sur les colonnes du temple que celles que l'on trouve dans le livre des Chroniques ou dans le livre des Rois, et que l'on pense, on glose une construction de la société humaine sans la mettre en abîme avec les principes mêmes qui fondèrent cette société qu'est la franc-maçonnerie, qui eux-mêmes postulent que si l'homme peut créer un ordre ou une forme d'ordre, c'est que précisément lui-même est l'émanation ou la création ou la créature d'un ordre qui lui est antérieur ou supérieur ou les deux. Moi là, j'avoue que ça me dépasse complètement, et je dirais pas que ça m'effraie parce que ça m'en touche une sans déranger l'autre, mais je trouve ça un petit peu terrible. Et donc voilà, on est parti sur ce développement du mythème, et on comprend bien qu'en tout cas, même les sociétés ou les fraternités maçonniques qui récusent le principe de la création intelligente, pour ne pas dire Dieu, mais enfin dire d'une création ordonnée, intelligente, ou qui soit le fruit d'une pensée, cette pensée fût-elle pas forcément supra-humaine, mais autre qu'humaine, si on récuse ça, vous comprendrez bien qu'au minimum, il reste une mythologie étriquée dans la franc-maçonnerie laïque et séculière, qui comprend évidemment la construction du temple de Salomon selon certains principes, sa destruction, la perte d'une pensée que l'on appelle parole perdue, et éventuellement la quête pour retrouver cette pensée. Même ça, même si c'est réductible à ça, il n'en demeure pas moins que c'est ça le mythème de la franc-maçonnerie. Alors après, évidemment, il y a d'autres sociétés fraternelles et initiatiques, ça peut être les soufis, ça peut être des mouvements rosicruciens, c'est le martinisme, c'est les élus Cohen, etc. Et chacun a son mythème propre, et chacun a une ou plusieurs façons de légender l'ensemble de ces mythes fondateurs. Et c'est ce qui fait que de toute façon, à partir du moment où, quoi qu'on en dise, les hommes s'organisent en société, en communauté, ils s'organisent toujours et invariablement par rapport à quelque chose qui les précède. Fût-ce la laine et les aiguilles à tricoter, puisque tout simplement ceux qui vont dans le club de tricot ou celles qui vont dans le club de tricot aujourd'hui, c'est pas ceux et celles qui ont inventé la laine et qui ont inventé l'aiguille à tricoter. Il faut absolument comprendre ça pour comprendre le fonctionnement de toute société humaine. Et ailleurs, on reviendra sur les deux autres moteurs de ces sociétés qui sont le RITEM et le DOCSEM.